Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez-moi, tout va pour le mieux. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler d'un club de Ligue 1 et on va parler en l'occurrence du Stade de Reims. Car c'est un club qui n'est pas assez médiatisé à mon goût. Enfin, son entraîneur est plutôt médiatisé, mais je trouve qu'on parle pas assez du Stade de Reims alors que pourtant les résultats sont cohérents, même si au classement, ça ne reflète pas forcément la forme du moment. Mais c'est un club qui travaille vraiment très bien depuis plusieurs années, qui a eu des résultats plus que corrects quand la saison s'est arrêtée. On va revenir là-dessus. Et on va donc parler de ce club. Voilà, on va parler également de l'entraîneur, de l'effectif. On va faire un petit point sur l'avenir pour voir quelles sont les véritables ambitions du Stade de Reims. En tout cas, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner, on approche les 6000 abonnés. Donc je compte sur vous si vous n'êtes pas encore abonné, que vous regardez souvent le contenu, de vous abonner, ou si vous découvrez le contenu, n'hésitez pas à vous abonner également. Merci pour la force en ce moment, honnêtement les vidéos marchent super bien. Et c'est parti, on va rentrer dans le vif du sujet. Le Stade de Reims est un club qui a vraiment marqué le football français dans les années 50-60. C'est un club qui a été 6 fois champion de France, en 49, en 53, 55, 58, 60 et 62, et ils ont également été 2 fois finalistes de la Ligue des Champions en 56 et en 59. Cette équipe était très caractérisée par son football champagne mis en place par Alfred Batteux, ancien joueur du Stade de Reims qui est devenu après entraîneur-joueur entre 50 et 52, jusqu'à devenir seulement entraîneur jusqu'en 1963, où il a mis en place un football champagne qu'on peut caractériser avec un jeu court, offensif porté vers l'avant et surtout on essaye d'être très spectaculaire. Ça se voit notamment avec le dispositif tactique qui était mis en place, ce fameux 3-2-2-3, voire 3-2-5, qui fait un peu une forme de W et de M, donc vraiment une équipe portée vers l'avant, et qui a eu des joueurs vraiment très emblématiques comme Raymond Kopa ou notamment Juste Fontaine qui nous a quittés très récemment. Les décennies suivantes, le club a connu des saisons un peu plus ordinaires jusqu'à malheureusement décliner en 1991, où le club a 50 millions de dettes et se retrouve donc en liquidation judiciaire et va devoir redémarrer son aventure au 6e échelon du football français. Je passe très vite sur le pourquoi du comment car c'est vraiment pas le sujet de la vidéo et on va pas parler de l'histoire du Stade de Reims, c'est juste pour vous faire une mise en contexte. Mais le club va connaître donc les bas-fonds du championnat avant de retrouver la Ligue 1 en 2012. Ils vont réussir à jouer le maintien, mais malheureusement en 2016, ils vont refaire un petit saut de 2 ans en deuxième division. Et lors de la première année en division 2, le but est très clairement de remonter, car la place du Stade de Reims est en première division, mais malheureusement les hommes de Michel Derzakarian, entraîneur à l'époque, n'y arrivent pas. Et Michel Derzakarian va donc quitter le club et c'est David Guillon, le directeur du centre de formation, qui va prendre la place en tant qu'entraîneur principal. Le club va remonter grâce à David Guillon dès la première année en Ligue 1, donc en 2018. Et lors de cette année, Jean-Pierre Caillot, président depuis 2004, va mettre un homme très important dans la réussite du Stade de Reims durant les dernières années en tant que directeur général, Mathieu Lacour. Il va mettre en place une très bonne politique sportive qui va mélanger à la fois data et également scouting, ce qui va permettre au club de pérenniser les bons résultats et de pouvoir allier compétences et cohérence dans la création de l'effectif, qu'on verra tout de suite après. Et David Guillon, pour sa première saison en Ligue 1, va donc obtenir une 8e place. Et pour la deuxième saison, la saison 2019-2020, qui sera arrêtée prématurément par le Covid, le Stade de Reims se retrouve donc à finir 6e et va connaître l'Europe la saison d'après, où ils vont se faire malheureusement éliminer dès le 3e tour préliminaire contre les Hongrois de Féhévar, au tir au but. L'année suivante est un peu compliquée avec une 14e place et David Guillon, d'un commun accord, décide de quitter le Stade de Reims et c'est Oscar Garcia, l'entraîneur espagnol que l'on avait notamment connu du côté de Celta Vigo, de Saint-Etienne ou de Salzbourg, qui va prendre le relais. Oscar Garcia prend un jeu quand même plutôt offensif dans ses anciennes équipes, en tout cas au Celta Vigo et également du côté de Salzbourg. Malheureusement, ce ne sera pas forcément ce qu'on va retenir de son passage, car c'est une équipe qui jouait avec un 3-5-2, mais c'était plutôt un 5-3-2, surtout en phase défensive avec des pistons qui étaient vraiment de vrais latéraux. Et c'est une équipe qui n'était pas forcément très spectaculaire malgré de bons joueurs, notamment Hugo Ekitike sur la saison dernière. Mais voilà, c'était pas une équipe qui marquait beaucoup de buts. On a eu une assise défensive sous Guillon. On s'attendait à ce que Oscar Garcia transforme un peu ça et ça n'a pas forcément été vraiment le cas. Et c'est surtout que l'équipe avait peut-être un grand manque de réussite et un grand manque de finition devant. Donc on ne voyait pas forcément le fruit du travail de Oscar Garcia pour attirer en niveau phase offensive et pour pouvoir être performant. Et donc ce club se retrouve donc 12e la saison dernière. Et en début de saison, ça s'annonce un peu compliqué. En plus, malheureusement, Oscar Garcia a pris quelques distances avec le club car sa fille était malade, qui malheureusement a succombé à sa maladie d'ailleurs en novembre. Et le club avait décidé de mettre à pied Oscar Garcia car il ne pouvait plus être entraîneur du Stade de Reims car il n'était plus là. Et c'est William Steele exactement, et qui devient l'entraîneur intérimaire du Stade de Reims.
Alors concernant Will Steele, on va mettre les choses au clair tout de suite. Il n'est pas devenu entraîneur grâce à Football Manager. Hein. Ça, on arrête avec cette légende. Je ne sais pas d'où elle vient, mais ce n'est pas du tout le cas. Will Steele est le plus jeune entraîneur d'Europe. Hein. Il a 30 ans, il est belge, issu de parents anglais. Et même s'il n'a pas encore ses diplômes d'entraîneur, il fait vraiment bien le travail. Et juste avant la Coupe du Monde, le Stade de Reims décide donc de le mettre en place et de devenir officiellement l'entraîneur principal du Stade de Reims, même si le Stade de Reims doit payer 25 000 € d'amende par match, car Will Steele n'a pas encore le fameux diplôme pour pouvoir être entraîneur en Ligue 1. Will Steele a certes beaucoup joué à Football Manager, mais il a également joué beaucoup à FIFA sur la PlayStation, et c'est également un très très grand fan de foot, il adore ça. Il explique dans une interview notamment hein, qu'en fait il vivait que pour le foot, et quand il jouait aux jeux vidéo c'était que le foot. Lui, ce qui l'intéressait c'était le foot, le foot, le foot. Et c'est pourquoi il devient cet entraîneur et qu'il bosse dans le foot depuis très tôt. Il est parti à Preston pour faire des études de coaching de foot pendant 2 ans. Et là-bas, il apprendra un peu la gestion de groupe et le management, car il s'occupera des U14 de Preston. Et ça va vraiment être un déclic pour lui, il va vraiment être épanoui. Et après ses études, il va faire un peu du porte-à-porte. Et Yannick Ferreira, alors entraîneur d'une D2 belge, à Saint-Tron précisément, lui donne une place d'analyste vidéo, sauf que il n'a pas forcément de contrat, donc il fait ça bénévolement. Yannick Ferreira fait du bon travail à Saint-Tron et se retrouve à monter en D1 avec Saint-Tron, et il va même partir du côté d'un club très important en Belgique, le Standard de Liège, où il va devenir entraîneur principal, et il va le prendre avec lui dans ses bagages Will Steele. Malheureusement, ça va pas forcément se passer très bien, même si la première saison, il va y avoir une Coupe de Belgique, notamment gagnée par le Standard de Liège, mais dès le début de la deuxième saison, Yannick Ferreira se fait donc limoger, et forcément, Will Steele se retrouve donc sans travail, et va donc faire du porte-à-porte, et va se retrouver à Lierse, où il va redevenir adjoint en D2 belge. L'entraîneur principal de Lierse va se faire limoger également, et Will Steele va devenir, à seulement 24 ans, entraîneur principal d'une D2 belge, ce qui est quand même assez fou quand on y pense. Et Will Steele va vraiment faire du bon travail, car Lierse va se retrouver à jouer la montée, sauf que malheureusement le club est en faillite et Lierse coule, et donc Will Steele ne se retrouve à nouveau sans travail. Bis repetita dans sa carrière, il se retrouve après adjoint en D2 à Beerscott, et après la 3e saison à Beerscott, l'entraîneur principal qui était en place, à savoir Hernan Losada, part en MLS, part en DC United, veut que Will Steele le suive avec lui, sauf que le président de Beerscott a décidé de mettre Will Steele à la place de l'entraîneur sortant. Donc Will Steele se retrouve donc à diriger Beerscott en D2 ainsi qu'en D1. Sauf que le président décide après la 2e saison en D1 de vouloir mettre un entraîneur avec un vrai CV, avec beaucoup plus d'expérience, et donc va proposer à Will Steele de repasser adjoint, sauf que Will Steele décline, car forcément les rapports entre l'entraîneur principal et l'entraîneur adjoint est complètement différent, il ne se voyait pas engranger ce rôle. Et après ce départ, dès le lendemain, Mathieu Lacour, le directeur général du Stade de Reims, décide d'appeler, car il a besoin d'un numéro 2 à côté d'Oscar Garcia, et Will Steele accepte, et c'est comme ça que Will Steele se retrouve à être numéro 2 à Reims, et après le départ d'Oscar Garcia, donc à devenir le numéro 1 au Stade de Reims. Donc la légende Football Manager, on arrête maintenant que vous connaissez cette histoire. Et Will Steele est dans une certaine continuité par rapport à ce que Garcia mettait en place forcément, car Oscar Garcia donnait énormément de responsabilités à Will Steele, donc on y retrouve forcément certains principes. Même si tactiquement il y a eu un changement tout de même assez radical, car on a exit le 3-5-2, on est passé sur un 4-2-3-1. Will Steele explique qu'il a mis en fait son changement tactique, c'est pour pouvoir permettre aux joueurs de jouer à leur meilleure disposition et dans leur meilleur placement, ce qui est quand même une vraie force managériale, je trouve, et une belle force tactique, d'être capable d'adapter un schéma tactique par rapport aux forces en présence. Et ce qui est frappant surtout avec Will Steele, c'est qu'on avait un vrai déficit de réussite du côté de Oscar Garcia, et là on a l'impression que tout réussit. Reims est désormais à 17 matchs sans défaite depuis que Will Steele est sur le banc, qui est actuellement la série la plus longue en Europe, devant Brentford qui est à 11 matchs sans défaite. Et on va pas parler de surperformance, car les joueurs et la qualité des joueurs sont là, on va le voir après dans la revue d'effectifs, mais c'est surtout que, comme je l'ai dit, Will Steele a su adapter pleinement sa tactique, et ça c'est une vraie force, et ça bravo à lui. Et c'est pas anodin si Reims se retrouve donc, même si au classement ils sont pour l'instant encore que 10e, mais ne perd plus de matchs. Ce qui marque également chez Will Steele, moi ce que j'aime bien chez lui, c'est son franc-parler, c'est sa fraîcheur, son envie de gagner, son intelligence tactique comme je l'ai déjà dit. Et il a une vraie proximité, une vraie connaissance du foot, car c'est un passionné, il a une vraie proximité avec ses joueurs. Par exemple, pour l'anecdote, Alexis Flip avait dit en parlant de lui que c'était son frérot, donc c'est assez rare d'entendre ça quand on parle de son entraîneur.
Il a réussi à la fois à garder la proximité que peut avoir un adjoint avec ses joueurs, mais tout en gardant un niveau d'exigence demandé quand on devient entraîneur principal. Donc je trouve que humainement et d'un point de vue qualité managériale, franchement c'est très fort ce qu'a fait Will Steele de réussir à passer du numéro 2 au numéro 1 tout en gardant cette proximité, et c'est pourquoi cette équipe semble aussi soudée et semble être aussi forte et avoir un esprit d'équipe vraiment très important. Et le dernier point marquant, je trouve, c'est le flegme de Will Steele par rapport à Oscar Gatien, qui est un Méditerranéen et qui avait tendance à exploser beaucoup sur le terrain, ce qui n'était pas forcément sur le banc, pardon, ce qui n'était pas forcément voilà le mieux, et que les arbitres étaient peut-être un peu plus durs avec Reims parce qu'ils en avaient peut-être un peu, ils étaient peut-être un peu lassés d'entendre Oscar Garcia toujours être en train de rager, si je puis dire. Will Steele est beaucoup plus calme et je trouve que ça fait du bien, notamment aux joueurs qui semblent peut-être un peu plus sereins et qui sont peut-être un peu moins sous pression. Et ça, c'est vraiment une belle chose, et ça, c'est à souligner également pour qualifier et pour expliquer la réussite du Stade de Reims sous Will Steele. Alors si on parle de l'effectif, on va forcément parler d'un point de vue d'un quatuor qui est quand même assez essentiel à la réussite du Stade de Reims. C'est ce quatuor entre les deux défenseurs centraux ainsi que les deux devants, à savoir Younis Abdelhamid, le capitaine emblématique du Stade de Reims, avec à ses côtés Agbadou, et devant Matou Siwa. Je crois que j'écris Matou Wissa d'ailleurs je confonds toujours, donc je suis désolé si j'ai écrit Matou Wissa, mais c'est Matou Siwa et Mounetsi, qui sont vraiment très très importants d'un point de vue défensif, et c'est vraiment des joueurs qui sont très bons. Alors Abdelhamid, je vais pas le présenter parce qu'il est au Stade de Reims depuis très longtemps, et Agbadou qui vient du championnat belge, qui vient de Eupen, et en fait il est très complémentaire avec Abdelhamid, qui a plutôt tendance à jouer vraiment assez bas sur le terrain et être et pas forcément être le plus rapide. Donc Agbadou, il a vraiment cette qualité et cette fraîcheur à pouvoir compenser un peu les petits défauts que peut avoir Abdelhamid, même si c'est un très bon défenseur. Et je trouve que la paire est vraiment très complémentaire. Il a des vraies qualités de placement, il a des vraies qualités d'anticipation, et c'est un défenseur qui tacle énormément et qui tacle plutôt bien. C'est un des défenseurs qui tacle le plus en Ligue 1, d'ailleurs ça le place dans le top 5% des 5 grands championnats dans ce domaine, donc ça vous montre vraiment sa qualité de tacle. Et devant, on a donc Matou Siwa, un néerlandais de 24 ans, qui vient de Groningen, et lui il a un énorme abattage sur le terrain. Il est excellent en interception, d'ailleurs c'était le 8e joueur à faire le plus d'interceptions en Ligue 1 l'année dernière. Et à ses côtés, on a également Marshall Mounetsi, lui qui est au club depuis quelques temps maintenant, qui vient du championnat sud-africain, de Kaizer Chiefs, je crois, de mémoire. J'aurais peut-être dû le noter, mais je crois que c'est ça. Et c'est vraiment un joueur, lui, qui est excellent pour le coup en duel aérien. Et cette année, il est assez impressionnant, notamment d'un point de vue efficacité et dans sa capacité à être décisif et pouvoir marquer des buts. C'est d'ailleurs le deuxième meilleur buteur avec Ito du club, avec 5 buts. Et on l'a même vu contre Toulouse, le dernier match, où il s'est retrouvé à jouer numéro 10. Derrière lui, c'était John Lopi qui avait pris la place, notamment à côté de Matou Siwa. Donc vraiment, Mounetsi qui est vraiment en train de monter en puissance dans cette saison, même s'il était déjà bon auparavant, mais cette année, je trouve qu'il a pris un peu une dimension encore supérieure. Donc voilà, ce quatuor qui est vraiment très important, et d'un point de vue offensif, il y a deux joueurs qui sont essentiels, avec forcément Folarin Balogun, qui est prêté par Arsenal, qui était là pour remplacer Ekitike. On se disait que ça allait être dur pour Reims de pouvoir remplacer Ekitike, même si c'est vrai qu'Ekitike, c'était un peu... On avait tendance à dire que ça allait être dur, et on l'a vu notamment en deuxième partie de saison où l'année dernière, où c'est vrai que ça marquait un peu moins de buts quand il n'y avait pas Ekitike, parce qu'Ekitike avait été blessé quand même pendant 3-4 mois de mémoire. Donc c'était pas forcément une grosse perte, mais c'est vrai qu'il y avait un manquement d'un point de vue finition. Et Balogun, le remplace parfaitement et arrive à vraiment être très important dans cette équipe de Reims. Franchement, c'est une vraie trouvaille. Enfin, même si on savait que Balogun, dans les équipes jeunes d'Arsenal, il apportait vraiment énormément, mais Arsenal avait dit que c'était peut-être le meilleur endroit pour Balogun pour pouvoir confirmer son potentiel, et il le fait à merveille. Il est à 15 buts, donc c'est un des meilleurs buteurs du championnat de Ligue 1. Et franchement, c'est assez bluffant ce qu'il fait. Et à côté, on a donc l'autre joueur qui est très important, c'est Junya Ito. Alors j'espère que je dis bien son prénom. Mais c'est un joueur qui jouait en D1 belge, à Genk. Il a très vite montré qu'il avait du talent, notamment balle au pied, dans son explosivité, dans sa capacité un peu à éliminer les adversaires. Mais moi, j'étais pas sûr de son tempérament. Je trouvais qu'il avait peut-être un peu tendance à vouloir être un peu la star de l'équipe, si je puis dire. Il a râlé très rapidement quand on l'a sorti. Je me rappelle d'un match notamment où il était pas très content de sortir. Alors qu'il venait d'arriver au club, ça m'avait un peu marqué. Mais là, je trouve que dans les derniers matchs, notamment contre Toulouse, où il est vraiment décisif, il met un doublé. Et c'est un joueur qui est en train de vraiment monter en puissance, qui prend une vraie dimension également à côté de Balogun, et c'est vraiment ces deux joueurs qui sont capables de faire des différences. C'est une vraie force offensive, et ça, c'est vraiment très important pour le Stade de Reims. Si on doit compléter le 11, donc au niveau des latéraux, on se retrouve avec De Smet,
et avec Fouquet. Alors c'est pas forcément les meilleurs latéraux, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais, Thibaut de Smet, je trouve pas si mauvais. Je trouve que, alors autant au début j'avais un peu de mal avec lui, mais je trouve que là ça va un peu mieux. Après, bon, j'ai regardé, pour être honnête avec vous, j'ai regardé le match contre Lorient. Et j'ai regardé les 3 derniers matchs, donc contre 3, contre Nice et contre Toulouse. Donc forcément, il n'y a pas eu de but pris. Donc on a l'impression de voir des latéraux qui sont très bons. Peut-être que vous, supporters et moi, vous pouvez me dire en commentaire qu'effectivement, peut-être que Fouquet et De Smet ne sont pas au niveau que je puis dire. Mais en tout cas, moi, je les ai trouvés plutôt corrects. Mais bon, comme c'était des clean sheets, bon, contre Lorient, non, il y a eu 4-2, hein, mais forcément, j'ai peut-être un regard un peu biaisé par rapport à ça. Et au but, on a Diouf, qui ne devait pas forcément être titulaire à la base, mais c'était Rajkovic, hein, le gardien des années précédentes, qui est parti du côté de Majorque. Ils avaient recruté l'Autrichien Pence, qui avait notamment montré des belles choses contre la France avec l'Autriche, hein, lors de la Ligue des Nations, sauf que Pence a été complètement compliqué. Il est parti en prêt du côté de Leverkusen, là, Diouf avait pris sa place. Et pour finir ce 11, on a notamment donc Alexis Flips et Miziane Maolida, donc Maolida qui est arrivé là cet hiver. Je sais pas trop quoi attendre de Maolida. Du côté de Nice, j'arrivais pas forcément un peu à voir ses vraies qualités. Alors il a des qualités de finition, c'est peut-être sûr. Là, j'avoue qu'il joue 10, voire ailier gauche par moment. Ça s'alterne avec l'autre qui est Alexis Flips. Après, Maolida, c'est dur à juger parce qu'à Nice, voilà, ça n'a pas été si mauvais. J'ai vu que pas mal de Niçois l'aimaient bien, mais il avait tendance à gâcher beaucoup. Et au Hertha Berlin, il était vraiment dans un contexte très défavorable car le Hertha Berlin, ça va pas du tout, donc c'est dur de le juger. Donc peut-être qu'il va apporter, je trouve que là ça va pas trop mal ce qu'il fait. Il a notamment marqué contre 3, je crois, de mémoire, si j'ai une bonne mémoire. Mais voilà, c'est un joueur qui peut apporter, Alexis Flips, qui retrouve une vraie confiance grâce à Will Steele, justement, moi, je le trouve assez intéressant. Je trouve qu'on n'en parle pas assez, je trouve que c'est plutôt un bon joueur. Alors, il manque clairement de stats offensives, même si tout n'est pas dans les stats. Mais voilà, il a peut-être il fait peut-être pas assez de passes décisives et il marque peut-être pas assez par rapport où il joue, et ça peut être un vrai problème. Alors dernièrement, c'est pas Gbadou qui joue, hein, c'est le petit Keita qui a 19 ans, parce que Gbadou s'est blessé, et Keita qui fait plutôt bien le travail. D'ailleurs, il a signé son contrat professionnel là il y a quelques jours, donc son premier contrat professionnel, pardon, donc c'est une bonne chose, bravo à lui. Et sur le banc, on retrouve des joueurs qui sont quelques-uns intéressant, mais c'est peut-être une des faiblesses du Stade de Reims. C'est pas forcément le meilleur banc de Ligue 1, donc c'est vrai que quand il y a des blessés, bon, la Keita fait très bien le travail pour remplacer Gbadou, mais c'est peut-être pas forcément voilà, le meilleur banc. On a Buzy, hein, qui peut être là d'un point de vue arrière droit à la place de Fouquet. Bon, il est pas si mauvais que ça, je trouve que la différence avec Fouquet n'est pas non plus incroyable. Après, encore une fois, je peux peut-être me tromper, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires, mais le peu de match que j'ai vu de Buzy, je l'ai pas trouvé très très mauvais. On a Cajuste, hein, qui lui est en train un peu de monter en puissance quand il fait des rentrées, notamment en fin de match, je le trouve vraiment bon. Qui vient du championnat suédois, qui est arrivé lui l'hiver 2021-2022, qui a eu du mal au début, peut-être un gros temps d'acclimatation, et puis comme je l'ai dit, hein, le duo Matusiwa-Munetsi est vraiment très fort, donc il est assez difficile à bouger. On y retrouve Lopi, dont j'ai parlé vite fait rapidement, qui est pareil, qui est pas mauvais. Et devant, c'est vrai que là j'ai un peu plus de doutes. On a Doumbia qui peut jouer numéro 10, qui est intéressant, mais après on a des joueurs comme Van Bergen. Moi je suis vraiment pas convaincu par Van Bergen, je trouve vraiment pas beaucoup de qualité. Et Sier Ruiz, alors j'espère que ça se dit comme ça, qui pareil, quand il joue, je trouve pas forcément très très fort. Donc voilà, c'est vrai que c'est peut-être là où on a des vraies faiblesses, c'est d'un point de vue profondeur de banc. Peut-être les latéraux, comme je dis, qui sont pas forcément les meilleurs de Ligue 1. Et c'est vrai que bah ouais, quand Balogun n'est pas là, ou en fait c'est une équipe qui est vraiment trop dépendante de Balogun. Si Balogun ne marque pas, il y a vraiment des difficultés à marquer. Bon, le match contre Toulouse est un peu une exception où ils ont gagné 3-0 parce qu'il ne marque pas. Et Ito a été décisif, donc à voir si ça peut continuer de la sorte. Et c'est une équipe surtout qui a vraiment beaucoup de mal à jouer contre les blocs bas, et ça c'est assez embêtant. Et qui n'est pas forcément décisif non plus dans les coups de pied arrêtés. Donc c'est des choses qui sont potentiellement améliorées, mais en tout cas cette équipe de Reims, c'est un effectif qui me semble bien garni, et c'est certes des noms qui ne sont peut-être pas forcément parlants, mais qui ont été très bien scoutés, dirons-nous, observés, et c'est pourquoi cette équipe de Reims se retrouve donc à jouer 10e, ce qui est assez normal au final au vu de son statut. On en parlera après dans l'avenir, dans la dernière rubrique, mais voilà pour cette équipe de Reims. Donc le Stade de Reims semble être intégré dans cette Ligue 1. On a du mal à se dire que le Stade de Reims va forcément jouer le maintien dans les années à venir. Mais est-ce que le Stade de Reims peut viser plus haut? Ça va être compliqué. Pour Jean-Pierre Caillot, un peu en off, il disait que voilà, pour lui, il y avait 7 clubs qui lui semblaient intouchables. Donc Paris, Marseille, Monaco, Rennes, Nice, Lyon et Lille.
Si on y ajoute un peu la surperformance de Lens entre guillemets, parce que Lens en ce moment ça va bien, enfin en ce moment ça ils font une belle saison, mais c'est peut-être on peut potentiellement penser en début de saison que ça va pas forcément être leur meilleure saison et peut-être que Reims peut jouer un peu les troubles faits et atteindre la 8ème place. Et la surperformance de Lorient, même si dernièrement ça va vraiment beaucoup moins, bah on pouvait se dire que Reims peut viser la 8ème place, donc là ils sont 10e, donc c'est plutôt une belle chose. Et est-ce que Reims peut viser autre chose et peut viser peut-être plus haut et jouer l'Europe? Alors pourquoi pas, parce qu'ils ont été quand même européens, je l'ai rappelé, hein, où ils ont joué contre le club hongrois de Fehérvár. Mais voilà, ça semble quand même un peu intouchable, à part vraiment avoir des bonnes recrues, et c'est surtout ça va être dépendant des ventes, car c'est un club un peu à l'image du Racing Club de Lens, qui a besoin de faire des grosses ventes après pour pouvoir investir et pour pouvoir prendre de bons joueurs. Quelque chose à rappeler qui est assez important quand même, c'est que le Stade de Reims, c'est le 9e budget de Ligue 1. C'est quelque chose qui m'a assez surpris, c'est vrai quand on me l'a dit, mais oui, au final, c'est assez normal que c'est un club qui se retrouve quand même à jouer à jouer le haut de classement. Et est-ce que dans 3-5 ans, on pourrait imaginer ce Stade de Reims jouer l'Europe? Donc pour moi, oui, forcément, c'est une possibilité. Après, ce qui serait beau, et Jean-Pierre Caillot, pardon, on a déjà parlé notamment, c'est que lui, son vrai but, ce serait de gagner la Coupe de France et de pouvoir amener le peuple rémois au Stade de France et pouvoir gagner. Ce serait quand même une très très belle chose. C'est vrai que la Coupe de France, c'est pas forcément simple. Même si là, à l'heure où je tourne, c'est vrai que les quatre qualifiés sont quand même Lyon, Toulouse, Nantes et Annecy, qui peut potentiellement être à la portée de Reims, hein, vu leur niveau. Mais en général, c'est quand même plutôt destiné à un gros club, voire au PSG, quand il ne se loupe pas. Donc c'est quelque chose qui paraît compliqué, mais en tout cas le Stade de Reims clairement doit rester dans le haut du tableau, enfin en tout cas entre la 8ème et la 11ème place assez facilement, et ce club doit continuer à bien travailler avec notamment son directeur sportif Mathieu Lacour, et continuer quand il y a des grosses ventes et des gros départs, à être capable de pouvoir continuer à jouer de cette façon, et on espère surtout que Will Steele va continuer à être cet entraîneur de Reims et qui va continuer à toujours réussir. Et ce qui va être intéressant aussi, c'est de voir quand ils vont traverser une période un peu plus difficile. Alors je vous le souhaite pas, hein, aux Rémois qui regardent, ou c'est pas très moi qui regarde cette vidéo, mais comment Will Steele va être capable de régénérer quelque chose, parce que c'est pas toujours simple de connaître un peu un temps faible dans une saison, donc ce sera important de voir la capacité à réagir. J'espère que la vidéo vous a plu. Écoutez, moi j'ai pris énormément de plaisir à parler du Stade de Reims. C'est un club que je suis particulièrement parce que j'ai de la famille qui habite à côté de Reims. Mon petit frère a été à Delaune assez souvent, donc voilà, c'est un club que je suis avec attention. Il y a de grandes chances que j'ai à Delaune d'ici dans les prochains mois, donc je n'hésiterai pas à vous le dire. N'hésitez pas à me suivre soit sur Insta, soit sur Twitter pour voir, ça vous saurez si je vais à Delaune. Et si vous me croisez, n'hésitez pas, il n'y a aucun problème. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Je ne sais absolument pas sur quoi elle va être, pour être tout à fait honnête. Ouais. En fait, j'ai plein d'idées de vidéos, mais là, il y a la Ligue des Champions et l'Europa League qui va revenir normalement, si je ne dis pas de bêtises. Donc je sais pas, j'ai envie d'en parler un petit peu, mais dans un angle différent. Donc je sais pas exactement ce que je vais faire, donc vous verrez bien. Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction à l'heure où vous regardez la vidéo. Et je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Tchuss!